لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعيد بلقائكم من جديد في إطار هذه التظاهرة المتميزة سيفيا 2018 المغرب المنظمة من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة بالمغرب وشركة GL Event. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables assistance, c'est un réel plaisir personnel de vous souhaiter la bienvenue en mon nom personnel et au nom du comité d'organisation CFIA 2018 pour aller de l'avant et amorcer ensemble, mais également avec la présence d'experts connus et reconnus dans le domaine de la recherche et du développement. Comme suggéré et comme annoncé dans le programme initial de l'espace conférence, nous allons aborder ensemble, messieurs, une thématique qui a déjà été abordée en filigrane hier à travers l'intervention de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, mais également par rapport à la réflexion qui a été menée dans le cadre du Maroc, du plan Maroc vert et du contrat programme 2017-2021. La thématique de cette matinée nous interpelle. Comment positionner vos produits et vos projets recherche et développement comme un moteur de développement de votre entreprise, avec le processus de se consacrer à lancer de nouveaux produits. Il est entendu, pour pouvoir amorcer et contextualiser la réflexion, nous avons avec nous, de gauche à droite, j'ai avec moi mon ami Nabil El-Hilali, à qui je souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous, Nabil, qui est consultant senior, Innovation Management et Design Thinking, professeur-chercheur à l'ESCA, École de Management. Il y a également Monsieur Ahmed Lebrihi d'Agrinova. J'ai également Monsieur Issam Hanan, qui est consultant en Innovation Technology d'industrie agroalimentaire, fondateur de la société spécialisée en développement, formation, conseil et réalisation, et qui va mettre son expérience à notre service. Et nous avons Si Mohamed Belhaj, chef de service, partenariat et action régionale chez Maroc PME. Bienvenue messieurs à bord. Nous avons exactement 45 minutes pour pouvoir échanger. Nous allons faire à peu près 20 minutes d'échange. L'objectif de telles rencontres est de faire participer un maximum l'audience qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Alors, que peut-on dire et qu'est-ce qu'il en est? Recherche pour recherche, parce que nous sommes dans la recherche, il est dit que les efforts en recherche et développement sont minimes. 1. Les dépenses du Maroc en recherche et développement ne dépassent pas 0,8% du PIB. Il y a un effort basique, et je vais reprendre votre terminologie, une prise de conscience du public par rapport au privé. La recherche et le développement restent le parent pauvre de la politique générale. Il se dit qu'il faut 15 ans pour créer une variété dans l'agriculture et 1 milliard de dollars pour découvrir un nouveau médicament. Ainsi de suite. Il se dit également que la recherche et le développement est une affaire de long terme, donc de moyen
humain et matériel. Et aucun pays ne peut en faire l'économie s'il aspire au développement. Qui dit recherche et développement dit inévitablement innovation. Et l'innovation est un élément important si l'on veut acquérir un avantage comparatif et donc de la compétitivité. Alors aujourd'hui, les entreprises recherchent de la nouveauté. Les entreprises veulent de l'innovation. Les entreprises veulent se positionner dans un environnement concurrentiel. Alors, comment rester compétitif et quelles sont les meilleures solutions et les concepts adaptés aux nouvelles tendances en matière de recherche et de développement? Nabil Hilali, je vais vous prendre au saut. Vous qui êtes spécialisé dans l'innovation management et le design thinking, qu'en est-il au juste? Nous allons, avec le respect que je vous dois, planter le décor. Par la suite, je donnerai la parole au représentant de Maroc PME qui nous dira exactement ce que Maroc PME fait pour la PME. N'oublions pas que c'est 60 à 80% du tissu économique. Je m'en irai par la suite avec Agrinova pour pouvoir contextualiser et donner le processus pour finir en beauté avec vous, Serissam, en tant que consultant des cas pratiques, des best practices, des trucs d'échec ou de réussite. C'est parti, top chrono, 20 minutes, montre en main. Nabil Hilali, à vous la parole. Je vais vous donner le micro et on travaille, comme le dit Serissam, en convivialité, cordialité, mais en toute rigueur. Merci et on applaudit très très fort les intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci Monsieur Setti. Je m'excuse d'abord pour ce contretemps auprès de mes collègues, auprès de l'assistance. Voilà, ça fait la circulation. Non, mais pas la circulation, un conflit d'agenda. Voilà, j'assume tout. Voilà. Très bien. Alors tout d'abord, bien sûr, je vous ai entendu donc parler donc de RD. Alors, ce qu'il faut savoir donc aujourd'hui, c'est que on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution donc industrielle. Et cette 4e révolution industrielle, c'est une disparition des frontières entre le biologique, le numérique et une confrontation entre le virtuel donc, et le réel. Ce qui fait qu'on a une accélération du temps, une accélération des processus, une accélération donc, de la réflexion. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut positionner donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la RD. Alors, la RD a toujours donc existé, existe toujours. Mais aujourd'hui, justement, on distingue la RD de la RDI. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, RD, RDI. Oui. D'accord. Alors, la RD, c'est la recherche et développement. La RDI, c'est la recherche, développement et innovation. D'accord. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des moyens, vous pouvez faire de la RD longtemps sans jamais déboucher sur une innovation. Okay? Et justement, donc, l'histoire de l'innovation nous le montre. Nous avons par exemple une société qui s'appelait Xerox, dans les années 70, faisait beaucoup de RD. Mais ce qu'il trouvait comme innovation, soit il n'en avait pas besoin, ou bien tout simplement, il n'en voyait pas donc l'utilité. C'est finalement des sociétés qui sont dans l'informatique comme Apple et Microsoft qui ont, entre parenthèses, pillé ce qui se passait chez Xerox et qui ont lancé donc, les innovations donc, majeures donc, du siècle. Donc aujourd'hui, on fait cette distinction-là. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi confrontés à une logique de moyens. C'est-à-dire, aucun gouvernement, aucune entreprise ne peut aujourd'hui dire, voilà, j'ai des moyens donc illimités. Bien sûr, certains ont cette possibilité-là. Et je peux aller sur 10, 15 ans, verser de l'argent jusqu'à trouver donc quelque chose. Donc aujourd'hui, le terme I dans RDI est le terme donc le plus important. Pourquoi? Parce que vous avez des contraintes et puis parce que l'innovation va très très vite. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un produit qui est lancé en 2018, et bien en backstage, c'est-à-dire les gens qui sont donc derrière, qui sont sur les produits et les services, savent d'ores et déjà que le produit est périmé parce qu'une innovation, quelque chose est en train d'arriver donc à ce moment-là. Okay? Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut penser donc aujourd'hui la RT et la RDI. La deuxième idée que je voudrais juste brièvement donc, développer, c'est que nous assistons à un changement de paradigme. Si avant, on étudiait le marché, et puis on disait, tiens, le marché a besoin de cela, on lui apporte donc cette idée-là parce que ça va fonctionner.
Aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est quoi? C'est qu'on ne s'intéresse plus donc, au marché. Je parle des grandes entreprises innovantes dans le monde, mais on s'intéresse à ce qu'on appelle le user, c'est-à-dire l'usager, celui qui va utiliser le produit et le service. Et en s'intéressant à l'usager et à celui qui va utiliser le produit et le service, on imagine l'innovation du lendemain. Et là, quand on arrive avec ce changement de paradigme, qui est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le design thinking, eh bien, non seulement on vient sur un marché, mais on invente un marché parallèle. Okay? Donc, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps. Oui. Non, c'est bon, allez-y. N'hésitez pas à m'interrompre. L'explication que vous donnez là est intéressante. RDI, changement de paradigme par rapport à un user qui est mis en place. Voilà, donc le user versus le marché. D'accord. Okay. Donc si, pour l'illustrer d'une façon très très simple, nous avions le marché du téléphone, donc tous ceux qui ont, avant le smartphone, connu un téléphone, ils ont eu dans les mains un téléphone à touche. Okay, donc vous avez des boutons, vous appuyez dessus, donc d'une façon dure. Bien sûr, tous les laboratoires dans la téléphonie, donc je sors du champ de l'agroalimentaire, faisaient de la recherche et développement pour trouver de nouveaux téléphones. Le premier, c'était Nokia. Donc à l'époque, qui était Nokia, il ne faut pas l'oublier, c'est l'inventeur du téléphone mobile. Mais il y avait une innovation majeure qui était l'écran digital. Alors l'écran digital, il ne faut pas l'imaginer comme on l'a maintenant sur notre smartphone, il faut l'imaginer à l'état de prototype. Qu'est-ce que c'est à l'état de prototype? À l'état de prototype, c'est une vitre, vous appuyez dessus et vous générez une énergie donc derrière. Donc tous les laboratoires RD avaient ça dans le monde. Mais seul un fabricant, en l'occurrence Apple, a compris que en se centrant sur l'usager, en se centrant sur ce qu'on appelle les usagers extrêmes, les enfants, les vieillards, eh bien, faire une action sur un bouton est une action qui demande que vous soyez en bonne santé des mains, que vous n'ayez pas des rhumatismes, des choses comme ça. Mais si vous effleurez une surface au lieu d'appuyer sur un bouton, eh bien, c'est une meilleure action. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé donc à réfléchir sur le téléphone, qu'ils ont sorti dans le monde le premier donc smartphone, donc iPhone. Alors, pourquoi est-ce que les autres ne l'ont pas sorti? C'est parce que leur paradigme était l'étude de marché. Mais Apple, son paradigme, c'était le user-centered design. C'est-à-dire, je me concentre sur l'usager, je lui dis ça, c'est bon pour toi parce que je t'ai compris. Et à ce moment-là, on a eu donc une innovation majeure. Non seulement Apple est entré dans le marché de la téléphonie, mais il a créé un écosystème du smartphone dans lequel se sont greffés donc, tous les fabricants dans le monde et dans lequel se sont fabriqués aujourd'hui les réparateurs, les accessoiristes, donc, etc. Donc, l'innovation, on peut y arriver, mais en changeant de paradigme. En n'allant pas sur ce que veut le marché, mais en allant sur ce que veut l'usager. Deuxièmement, la RD doit fonctionner en RDI, c'est-à-dire avec des objectifs donc, d'innovation. Encore une fois, on y arrive avec le User-Centered Design. Okay, l'usager donc au centre. La troisième donc, idée, je terminerai donc là-dessus, c'est qu'on ne peut pas réfléchir tout le temps avec les moyens. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui un paradigme qui nous est venu donc d'Inde, qu'on appelle la Jugad Innovation, ou bien l'innovation frugale. Ça veut dire quoi l'innovation frugale? C'est-à-dire, il faut que j'arrête de dire, je vais attendre les moyens pour faire. À la place, je dis, qu'est-ce que j'ai comme moyen? Et avec ces moyens, je fais. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Aujourd'hui, c'est un concept appliqué chez Renault et qui leur a servi à sortir une nouvelle voiture qu'ils appellent la Renault Kwid au prix, je crois, de 5 000 $ neuve, la voiture. Donc, c'est en adoptant donc, ce concept. Voilà. Donc, alors, ce que vous dites là est fort intéressant, Sil Hilali. Je voudrais vous poser quand même cette question qui me taraude. Pourquoi nous sommes à la traîne au niveau recherche et développement dans mon pays qui est le vôtre? Alors, d'abord, je pense... Voilà, c'est une question tout à fait basique, je sais, bien, oui. D'accord, mais je voudrais... C'est bien, parler RD, parler RDI, parler de user, parler d'innovation frugale. Vous savez que l'innovation est une belle chose, mais Schumpeter le randonnait un petit peu, c'est ce qu'on appelle une créativité destructrice. Pourquoi le Maroc est à la traîne? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'on puisse arriver à un chiffre honorable? Alors, bien sûr, quand on me pose cette question, enfin d'une façon donc générale, la tendance est toujours, c'est-à-dire l'élément de réponse, c'est la comparaison. Oui. Un écrivain avait une fois dit, Etienne Bell, comparaison n'est pas raison. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que si vous comparez, vous devez comparer avec les mêmes paramètres. C'est clair. Exact. Donc les mêmes paramètres donc, culturels, historiques, comment dire, de moyens, etc.
Et là, je préfère donc voir donc le Maroc comme un pays en transition, comme une économie émergente en transition. D'accord. Et donc, sur cette base-là, en comparant avec ce qui est comparable, on n'a pas à rougir de ce qui se fait. Ah, d'accord. Alors, on se compare à qui? On oublie la France, on oublie l'Allemagne, on oublie le Japon, on oublie tous ces pays. En fait, il y a 3 classifications. Il y a les économies développées Oui. qui ont tout simplement qui ont le seul paradigme pour faire de la croissance et de l'innovation. Ok, je parle de l'Europe, essentiellement l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord donc, et certains pays donc, d'Asie. Après, on a les économies donc, de transition. Okay, qui ont une croissance portée par justement donc, le changement, et on a les économies débutantes, donc, qui sortent de guerre, etc. Nous, on est donc dans la troisième. Voilà. Donc maintenant, une chose est certaine, il y a plein de choses à faire, et il y a beaucoup de déperdition donc d'énergie. Donc on le voit, c'est-à-dire sans faire d'extrapolation, là il y a un discours en ce moment sur le tourisme, et on voit qu'il y avait une catastrophe. Pourquoi ? Parce que le potentiel est là, mais on n'a pas su utiliser les moyens. Maintenant, il est vrai que nous avons un problème d'usage des moyens, mettre les bonnes personnes au bon endroit, attirer donc les compétences, non seulement les attirer, mais les retenir. Parce que le Maroc et les Marocains dans le monde donc, existent dans tous les laboratoires les plus élevés dans le monde, donc à la NASA, chez Google, chez Apple, etc. Donc maintenant, comment les questions, c'est pas les rapatrier, mais la question, c'est de voir de maintenir un petit peu leur motivation. Exact, c'est maintenir donc les synergies. Et là, il y a un important donc travail, et c'est ce qui pêche. Voilà, donc c'est ce qui pêche. Et je dirais c'est la mobilisation de la ressource humaine, et surtout sa localisation et lui donner et la laisser travailler parfois. Parfois on la laisse. Il faut juste donc la laisser travailler, ne pas lui compliquer. Donc on peut être positif, Sinabil ? Comment ? On peut être positif par rapport. Bien entendu. C'est-à-dire si je prends juste. On se compare à qui ? À la Tunisie, à l'Égypte, au Brésil. Déjà le positionnement donc de l'Afrique, voilà. L'Afrique. Voilà, donc on a. Par rapport à l'Afrique du Sud, au Nigeria, on est comment ? Alors, déjà, il faut voir donc l'Afrique au niveau géopolitique. C'est-à-dire, il y a l'Afrique, donc l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas donc l'Afrique de l'Est, etc. Donc, je pense que nous avons une politique donc géopolitique qui nous donne le lead, notamment dans cette région, donc l'Afrique de l'Ouest. Il y a la demande du Maroc à l'adhésion de la CEDEAO. Donc, tout cela donc va dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'il soit accompagné, c'est-à-dire que nous avons des ressources, nous avons des moyens, nous avons des intelligences vives. Ok, les gens donc qui sont donc ici donc ont la possibilité de réfléchir donc sur ces thèmes-là, eh bien, il faut juste continuer. Voilà. Donc maintenant, je ne suis pas du tout donc adepte du discours qui tire sur l'ambulance. Non, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Exactement. On est là pour trouver les bons infirmiers et le bon médecin. Exactement. Voilà. Et on n'est pas une ambulance. Voilà. Vous avez compris, honorable assistance, que j'ai titillé Sinabil Hilali juste un petit peu parce que je connais sa profondeur dans la recherche et dans la réflexion. Merci Nabil d'avoir joué sympathiquement avec moi le jeu. Bien, nous avons compris un petit peu, et merci d'avoir contextualisé parce que vous avez donné une véritable réflexion. La RD, oui, d'accord, il y a des petits soucis, mais en positif. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, et je reprends le terme de mon ami un petit peu Sibel Haj, de la PME, chef de service à la PME. Alors, qui est Maroc PME ? Que fait Maroc PME pour la recherche et le développement ? Et que faut-il faire, selon vous, pour vous solliciter et avoir gain de cause ? Avec nous, en direct et en live sur le plateau, émission télé, CFIA 2018, Sibel Haj. Merci Sidi. D'accord, très bien. Je vous remercie Seti, je remercie la Chambre française de l'organisation de cet événement et de nous avoir invités pour représenter Maroc PME. Donc tout à fait, Maroc PME, depuis sa création, elle a œuvré, elle a milité pour le développement de la compétitivité et la mise à niveau de la PME, de la TPE aussi. Et donc à travers les différents stades d'évolution, que ce soit des demandes et des appels des besoins des entreprises marocaines et aussi par rapport aux problématiques techniques, structurelles des entreprises marocaines. Maroc PME, elle a évolué. Elle a évolué son offre d'accompagnement, ses moyens exploités pour atteindre les objectifs de développement de compétitivité. Alors, en ce qui concerne les offres de Maroc PME, d'une manière générale,
les offres de Maroc PME s'articulent autour de trois axes. Ces axes-là, implicitement, donc, ils œuvrent pour le développement de la compétitivité et aussi structurer l'entreprise marocaine pour qu'il y ait une valorisation des ressources, un développement de nouveaux marchés, développement des produits, développement de sa productivité et par la suite donc un gain économique important lui permettant donc d'adopter les meilleures pratiques et de chercher de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits. Donc dans ce cas-là, donc les trois axes, il y a le premier axe, c'est l'assistance technique. Donc il y a ce volet-là, il est riche, donc il est ventilé en 7 axes. Donc parmi ces axes, c'est le management de l'innovation, mais il y a aussi le développement stratégique, développement commercial, accès au capital, développement des ressources humaines, voilà, accès au marché, système d'information. Donc, comme vous voyez, c'est tous ces outils-là, ces facteurs permettant d'activer et d'adopter les meilleures pratiques de gestion et les meilleures pratiques de travail professionnellement et techniquement dans une boîte, quel que soit son secteur, quel que soit son environnement. Et aussi, donc, là, dans ce cas-là, Maroc PME, elle finance 70 à 80% des frais et du budget d'accompagnement, de l'assistance technique. À hauteur de combien Alors, on ne devrait pas dépasser combien? On n'a pas identifié vraiment un plafond, mais il faut savoir que nous sommes à l'écoute et nous accompagnons. Même on peut aller sur un plan progrès sur 3 ans avec des budgets conséquents. L'essentiel pour nous, c'est que l'entreprise envisage une stratégie sur ces 3 prochaines années avec donc les actions, avec les pavés auxquels elle veut arriver. Et nous sommes prêts à... Est-ce qu'il y a des critères spécifiques sur lesquels vous évaluez? Il y a un dossier, il y a quelque chose? Alors déjà, il y a une demande. Une demande de l'entreprise qui émane de l'entreprise. Qui vous est adressée directement? Voilà, qui est adressée sur notre portail, marocpme.ma. D'accord. Donc il y a le volet Moussanada. Moussanada, c'est le nom commercial qu'on a attribué au projet de l'assistance technique. D'accord. Donc il y a un formulaire destiné aux entreprises dans lequel l'entreprise s'identifie. Et puis nous allons prendre contact avec elle pour identifier le besoin. Donc vous mettez la démarche pour lancer la consultance. Vous mettez à la disposition de la PME un consultant Maroc PME qui l'accompagne. Déjà un conseiller en interne, très bien. Ça d'une part, déjà pour l'accompagner dans son processus de lancement du projet de conseil. Et aussi, on a un répertoire constitué de plus à peu près 1000 experts dans tous les domaines, dans les 7 axes que j'ai exposés tout à l'heure et qui sont inscrits et référencés selon un certain nombre de critères. Et vous avez des experts en agro-industrie, agroalimentaire? Oui, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, on demande... Est-ce que vous avez une idée du pourcentage des entreprises qui sollicitent les services de Maroc PME, par exemple? Alors, en ce qui concerne le secteur, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais ça peut représenter quoi? Ça peut représenter à peu près 20%. 20% quand même. Il y a la portion de l'agro-industrie qui est importante. Il y a aussi la portion de la chimie et la chimie... dans notre portefeuille qui est importante et qui est en liaison tout à fait avec le secteur. Entre la demande et la validation, ça pourrait prendre combien de temps? L'essentiel pour nous, c'est que l'entreprise sache son besoin. Oui. Donc là, si c'est le cas, donc l'étape de l'expression de besoin et la validation de besoin, elle est quasiment inexistante. Et dans ce cas-là, donc, il n'y aura que l'étape de la contractualisation qui est une étape qui n'est pas trop donc Maroc PME suit le projet pendant toutes les phases d'exécution entre et le déblocage de la quote part de Maroc PME. Elle est en phase avec l'évolution du projet. Plus de réussite que d'échec, à votre avis? En fait, ça dépend de la prise de conscience de l'entreprise. Nous invitons et nous encadrons l'entreprise à ce que le projet soit pris au sérieux et qu'il y ait un engagement du management de l'entreprise. Dans ce cas-là,
le résultat, à mon sens, il est imminent, puisque donc, il y a une prise de conscience, il y a vraiment un engagement de l'entreprise. Sinon, effectivement, on peut tomber sur des problèmes d'atteinte de résultats, d'objectifs de la mission. Mais l'essentiel, c'est vraiment la prise au sérieux du projet qui est lancé. D'autres choses à rajouter? Oui, voilà, il reste encore 2 axes. Il y a le prochain axe, c'est l'assistance financière, c'est D'accord. l'appui au financement, donc qui consiste au financement des projets à l'investissement présentés par la TPE ou bien la PME. Donc on a développé ce projet-là justement pour encourager les entreprises à passer à la concrétisation de leurs projets d'investissement, de croissance, pour peut-être développer de nouveaux produits ou bien accéder à des nouveaux marchés. Ces projets-là, donc, ils sont financés par Maroc PME par une prime à l'investissement de 20% pour les PME qui peut aller jusqu'à 10 millions de dirhams. Donc c'est une prime, ce n'est pas un crédit, ce n'est pas un prêt d'honneur, c'est vraiment une prime. Une prime à l'investissement. Pour les TPE, c'est 30% plafonné à 2 millions de dirhams. Donc là, c'est un effort financier important qui est déployé par l'État, qui est géré par Maroc PME, pour encourager les gens à prendre le risque, à réfléchir à la concrétisation de leurs projets d'investissement. Alors, en ce qui concerne la recherche et développement, déjà, rien que pour développer de nouveaux produits, parce qu'il y a un projet qui est en cours de développement, qui est déjà développé pour un certain nombre de secteurs, c'est le projet de la créativité et co-développement. Ça, c'est un projet qu'on vient juste de lancer pour 2 secteurs. Pourquoi il y a cette projection sectorielle? Parce que le projet, il porte une empreinte importante du secteur, parce qu'il y a une spécificité technique, une spécificité d'accompagnement selon le besoin du secteur et selon sa spécificité. C'est le projet créativité et co-développement. Donc Maroc PME, elle a mis un projet dans lequel on prend en charge 50% de l'effort de développement, de créativité et co-développement pour le lancement d'un nouveau produit. Donc depuis... Donc pour chaque nouveau produit, il y a un engagement financier de Maroc PME. De 50%. De 50% par rapport des frais engagés, à l'enveloppe que ce budgétaire. soit du consommable ou de l'investissement à petite échelle. D'accord. Mis à part, bien sûr, l'investissement en série. Donc l'investissement en série rentre dans le projet MTIAZ, c'est-à-dire l'appui au financement que j'ai exposé. Voilà. Donc Mousseneda, Et MTS créativité et et co-développement. créativité co-développement, Voilà. de l'assistance technique et de l'assistance financière. Effectivement. Donc vous répondez rapidement en quelques mots, Maroc PME, public, privé, c'est quoi au juste? En fait, c'est une agence sous tutelle du ministère de l'Industrie, c'est une agence publique. D'accord. Créée en 2002 pour l'accompagnement de la PME tout d'abord. Et depuis 2002, on avait l'occasion de gérer et de financer nos activités à travers des lignes de financement étrangères. À partir de 2004, donc, il y a eu l'État qui commence à financer à travers un fonds, c'est le fonds de la mise à niveau. D'accord. Vous vous rappelez, dans le temps, Oui. donc, on parlait beaucoup de la mise à niveau. Et à partir de cela, donc, il y avait des projets cycliques, donc, qui, selon la stratégie industrielle, bien sûr, donc, qui est développé par le département industriel. Et à chaque fois, donc, il y a un nouveau fonds. Il y a de l'investissement immatériel et matériel dans le secteur privé. Siège à Rabat, antenne à Casablanca, un peu partout sur le Maroc. Nous sommes en fait siégés à Rabat, effectivement, mais nous sommes des électrons libres au service de l'industrie, au service C'est de la TPME. www.marocpme.ma. Voilà, Maroc PME. Merci Je vous en pour prie. toutes ces informations Je vous en qui remercie. s'inscrivent à Sib El Hajj dans l'intitulé de cette thématique. Donc vous répondez véritablement à cette problématique financière, un petit peu qui est importante pour positionner les produits et encourager à ce que les gens véritablement favorisent la recherche et le développement lors de lancement du nouveau produit. Merci de votre contribution. Certainement, l'audience présente ici vous interpellera. C'est Ibrahim Marhaba, Saïda, d'accord. Un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes aujourd'hui, vous représentez Agrinova, mais vous êtes aussi le
président de l'université Moulay Ismaïl à Meknès. Vous avez été également professeur universitaire dans plusieurs institutions, mais aujourd'hui vous parlez au nom d'Agrinova. Auriez-vous la gentillesse et l'amabilité de présenter succinctement Agrinova? Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis toujours professeur des universités à l'Institut national polytechnique à Toulouse. Marhaba. On reste professeur pour la vie. Hein? J'étais directeur de l'école d'agro de Toulouse. D'accord. Agrinova, j'ai eu l'honneur de participer à sa création sur la zone de Meknès. Et cette Agrinova, c'est une association, tout simplement, avec son bureau. Et le ministère de l'Agriculture qui a démarré, c'était sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture, et qui la finance dans un premier temps, a mis à sa disposition une équipe d'animation. Alors, on parlait tout à l'heure de l'innovation. L'innovation, c'est plusieurs maillages. Et le point critique aujourd'hui au Maroc, c'est l'interfaçage entre les centres de recherche et le milieu industriel. C'est la difficulté majeure de trouver un langage commun entre un enseignant-chercheur qui est dans son laboratoire et un industriel et arriver à se comprendre et convertir les problématiques économiques ou bien technologiques en sujet d'études scientifiques avec un retour par la suite. Et donc, cette Agrinova est un pôle de compétitivité qui a comme objectif d'essayer d'introduire de l'innovation dans les systèmes de production en agriculture et en agroalimentaire. Et il n'a pas de laboratoire, il n'a pas de chercheurs, il ne compte pas en avoir, mais par contre, il joue le rôle de laboratoire à idées. Il joue le rôle d'animation pour amener les industriels et les centres de recherche à se rencontrer, à réfléchir ensemble sur des problématiques et à les traduire en projets collaboratifs et trouver les moyens financiers pour les mener. Sur Meknès, sur la région Tafilalet, comment ça se passe? Le ministère il a une politique un peu par pôle. Aujourd'hui, il l'a créé sur la zone de Meknès. C'est le premier pôle de compétitivité en agroalimentaire, donc au Maroc. Mais moi, personnellement, et je pense que les gens sont convaincus aujourd'hui qu'un pôle de compétitivité, il est à vocation nationale, voire internationale. Il ne peut pas rester cantonné uniquement sur la zone de Meknès-Fès et Tafilalet. Donc, c'est un pôle de compétitivité jeune, il n'a qu'une année, et il a déjà mené un certain nombre d'actions, bien sûr concentrées aujourd'hui sur les membres du pôle. Et à un moment donné, ils sont combien, Sylvie, ces membres? Une trentaine. Une trentaine du côté industriel et tout un ensemble de personnes du côté d'agriculteurs, petites PMI, etc. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, en France, on dit que la plus grosse entreprise de France, c'est la PME-PMI. Mais le Maroc, c'est la même chose. Tout à fait. Et donc, ce sont des entreprises qui n'ont pas les moyens de mener une recherche ou d'avoir un département de recherche et développement. Et ils ont des problématiques qui sont basiques, mais il faut trouver un interlocuteur qui peut les écouter et trouver le moyen ou la démarche solidaire de telle manière que le gros aide le petit et ainsi de suite. Un cas pratique que vous avez vécu dernièrement, une entreprise nouvelle qui a rejoint le groupement pôle de compétitivité par rapport à Meknès? Je peux citer le groupe Znebar. Tout à fait. Ça, c'est un gros. C'est un gros. Aïcha, Balkora, pour parler des gros. Voilà. Maintenant, la zone de Meknès, vous savez très bien que c'est 65% de production des oignons au Maroc. Tous les gens qui produisent ça, ils sont impliqués avec des préoccupations majeures au niveau du développement de la filière. On ne peut pas d'un côté, au niveau agriculture, booster la production, le rendement au niveau du champ pour arriver à 120 tonnes l'hectare, et de l'autre côté, conserver d'une façon rudimentaire et perdre 50% pendant l'hiver. Donc il faut réfléchir sur les modes de conservation, quel type de conservation, quel type de transformation, pour quelle industrie par la suite. Et tout ce genre de choses, ils sont en réflexion pour, in fine, amener des investisseurs à s'installer sur la zone. Il y a par exemple à Meknès, maintenant, il y a un pilote qui va être installé pour ces techniques de conservation de l'oignon. D'accord. Et c'est des choses qui sont très très importantes. Meknès aussi, c'est une zone très très importante en termes de production fruitière. Je ne parle pas que des olives et de l'huile, mais je parle de la pêche, la nectarine, les cerises, tout un ensemble de variétés. Donc là, il y a des préoccupations majeures. Il y a par exemple, je ne vais pas citer le nom, mais un industriel qui produit du jus d'orange, du jus de nectarine, etc. Et en même temps, lui-même, il est producteur de matières premières. Mais la jonction n'est pas faite.
Et ça, c'est dramatique. Ça ne nécessite pas une recherche de haut vol, mais ça nécessite une adaptation des process, tout simplement. D'accord. On peut faire de l'innovation avec ça aussi. Pas besoin d'aller chercher, faire j'aime pas parler de recherche fondamentale, mais au moins de recherche à long terme. Les processus existent, mais par contre, on a nos spécificités. Les germes, les micro-organismes qui peuvent poser des dégâts, ils ne se trouvent pas en Espagne, ils ne se trouvent pas en France, ils ne se trouvent pas en Italie. Il faut mener une certaine étude qui peut donner des résultats au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et faire la jonction de telle manière à ne pas se trouver avec les producteurs de la matière première, avec la pomme qui fait 1 kg ou 2 kg à l'arbre. Maintenant, avec tous les avantages que le plan vert Maroc a fait pour augmenter la production de la matière première, mais qu'est-ce qu'on va en faire derrière? Donc il y a un problème de marché. Donc il faut arriver à dépasser cette étape. Donc Sibri, aujourd'hui, vos membres sont réceptifs à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle façon de réfléchir. Ils sont très réceptifs, ils sont très présents. On a fait l'Assemblée générale pas plus loin qu'hier. Il y a tout un ensemble de monde, chacun vient avec ses préoccupations. Ceci dit, il y a des problèmes pour mener une recherche et développement de valeur. Les problèmes sont d'ordre structurel à la base et d'ordre financier par la suite. J'adhère à ce que Sihilali a dit tout à l'heure au niveau recherche, mais je pense qu'il a donné des exemples sur les nouvelles technologies. Tout à fait. Le vivant est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez parlé d'un médicament, c'est des milliards de dollars. Tout à fait. Il faut avoir les milliards de dollars. Mais à côté de ça, il faut avoir des laboratoires de haut niveau, avec des machines de haut niveau qui coûtent très très cher. Donc ça, c'est ce que j'appelle les trucs structuraux. Au Maroc, avons-nous des laboratoires de haut niveau? Avons-nous des équipes de recherche de haut niveau? Voilà, je ne suis pas en train de remettre en cause les compétences des chercheurs marocains. Il y en a, il y a une pléthore, il n'y a aucun problème. Mais la stratégie globale, le système global fait que tout l'argent qu'on peut injecter, elle ne sera pas productive de point de vue recherche scientifique. Donc il faut revenir à la base. C'est quoi un chercheur marocain? C'est quoi un enseignant-chercheur marocain? Quel est son statut? Comment il évolue? Comment il est évalué? Comment il est intéressé à faire la recherche au détriment de l'enseignement, au détriment d'autres choses? Toutes ces choses-là, ils sont très compliqués à aborder. Tout à fait. Les responsables qui devraient faire l'objet d'une autre conférence. Mais c'est un problème de base pour moi. Tout à fait. À côté de ça, les moyens financiers pour monter des laboratoires, moi je ne parlerai pas de moyens financiers, ils existent. Je l'ai vécu à titre personnel parce que j'ai fait de la gestion de la recherche. Par exemple, une université qui, à la fin de l'année, est obligée de remettre 90 millions de dirhams au ministère parce qu'elle n'a pas su les utiliser, il y a un problème local. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une culture de la prévision, nous n'avons pas une culture de la gestion par projet. C'est tout un ensemble de choses qui doivent rentrer dans la tête des responsables d'université, dans les enseignants-chercheurs, mais on n'est pas formé pour. On n'est pas formé pour. Comme l'enseignant-chercheur n'est pas formé pour la pédagogie non plus. D'accord. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Ça, ce n'est pas une critique vis-à-vis des collègues, mais c'est la réalité. Donc, il y a ces problèmes structuraux. La masse critique aussi, la masse critique des enseignants-chercheurs, enfin de l'équipe de recherche. Quand on rentre au fond dans l'organisation d'une équipe, etc., on trouve que la recherche aujourd'hui, elle est individuelle. Elle est individuelle. Il y a une personne qui veut bosser, il va chercher 2 collègues, il fait une équipe, mais c'est lui qui bosse. Ou des choses comme ça. Donc le pourcentage d'enseignants-chercheurs, d'une façon globale, quels que soient les centres de recherche, des chercheurs qui font, la recherche doit augmenter. Aujourd'hui, on est loin par rapport au nombre. Et il y a le problème de financement. Les 0,7% dont vous parlez, c'est l'État. Tout à fait. Et encore, quand vous allez les répartir, vous allez trouver que le ministère, pour des domaines d'agriculture et d'agroalimentaire, qui touchent l'agriculture et l'agroalimentaire, vous allez trouver que le ministère de l'Agriculture fait un effort, il finance des projets. Le ministère de l'Industrie fait un effort, il finance des projets. Le ministère de l'Environnement fait un effort, il finance des projets. L'enseignement supérieur, c'est la même chose. Mais il n'y a pas une stratégie commune interministérielle. D'accord. Elle n'existe pas. Et puis on tombe sur le problème de financement de la recherche par le privé. Le privé aujourd'hui, pratiquement, il est totalement absent. Alors quand on mène une discussion avec les industriels, ils ont des préoccupations très très importantes. Bien pensées, ils savent ce qu'ils veulent. En tant que scientifique, on discute avec eux, on arrive à convertir la problématique en problématique scientifique. Tout marche bien. Lorsqu'on arrive au financement, il faut voir l'État pour le pays. Et c'est là où ça bloque. Et là, ça bloque. Pourquoi? Parce que
Là aussi, il faut un effort sur l'industrie. La recherche, elle est automatiquement à risque. Tous les projets financés n'aboutissent pas à une rentabilité. Il faut se le mettre dans la tête. Sans recherche, nous n'avancerons pas. Sans recherche à long terme, parce qu'il y a long terme, il y a le court terme. Le court terme, on attend un résultat tous les 6 mois, les 1 an, et l'industrie peut la financer. Mais l'État, elle peut prendre en charge la recherche à long terme. Et la recherche à long terme, il faut la financer aussi et trouver un équilibre à ce niveau-là. Merci, merci. Vraiment, ça mérite une autre conférence de placer la recherche et développement. J'étais trop bavard. Non, 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 vous n'avez piqué. Serissam Hanan, très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Vous êtes le consultant spécialisé dans l'industrie agroalimentaire. D'abord, votre ressenti sur ce qui vient d'être dit, Ouais. mais également votre expérience par rapport à votre structure spécialisée dans la recherche, le développement, la formation et le conseil de l'agroalimentaire. S'il vous plaît, Serissam Hanan, marhaba bik ma'ana. Merci. Bon, mon avis, c'est qu'effectivement, on est en retard en termes de recherche et développement au Maroc. Ceci peut avoir une explication du fait que, juste dernièrement, qu'on commence à sentir l'inconfort. Parce que l'homme innove quand il est dans une situation d'inconfort. Quand on est dans une situation confortable, on est dans le confort, on va chercher à innover. Le Maroc, avec la mondialisation, avec tous les produits qui commencent à rentrer, avec le développement de, on va dire, développement de l'exigence du consommateur, fait que les industriels commencent aujourd'hui à se pencher sur l'innovation, à réfléchir sur le temps nécessaire pour se retrouver sur le marché le plus rapidement possible, parce qu'il y a une concurrence qui se développe aussi en local, à part les importations. Donc le time to market est important. Ceci dit, effectivement, il y a une prise de conscience, que ce soit de la part du privé ou du gouvernement, de l'État en général. Ceci à travers des actions comme Maroc PME, mais qu'on voit aussi sur la partie formation, tous les centres de formation qui commencent à se greffer partout au Maroc, que ce soit par rapport au ministère de l'Agriculture, au FPPT, etc. Donc il y a une prise de conscience, donc il faut des compétences humaines, il faut des gens formés, il faut aussi des moyens. On est dans l'agroalimentaire, je parlerai dans l'agroalimentaire. Développer un produit agroalimentaire, ce n'est pas développer on va dire en informatique un programme où il faut du matériel, il faut des halls technologiques, il faut vraiment du matériel et ça coûte. Ça coûte. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, par manque de moyens, les industriels se doivent investir lourdement pour s'équiper. Il y a eu certaines initiatives pour faire des centres de développement interprofessionnel, comme à un certain moment, il y avait la CETIA, il y avait des centres comme ça qui ont commencé, mais ça a pris une autre tournure. Il y a une réflexion en place aujourd'hui pour créer tout ça. Mais concrètement, moi, je vais essayer de sortir de toute la partie stratégique pour aller concrètement sur comment on doit structurer notre R&D. C'est que de la logique. Après, c'est un processus, comme d'autres processus dans une société. Hein. Avant, généralement, les gens dans les sociétés, ils gèrent la R&D avec la qualité, mais les gens qui se structurent vont aller plutôt vers une division pour faire vraiment une direction ou un département recherche et développement qui va vraiment gérer ce processus depuis l'idée qui elle-même va faire sujet de recherche par rapport à un besoin détecté sur le marché. Hein, on parle de concept and use. L'utilisateur, il veut quoi? Ça peut être une idée de façon de consommer un produit, une façon de tenir un produit, un besoin. Donc, et là, on va à la pêche des idées. Ça fait un très gros entonnoir parce qu'on démarre avec 20, 30, 40 idées. Si on a des rêveurs dans la boîte, on peut se retrouver dans des brainstorming avec des idées à ne pas en finir. Mais après, pour faire toute cette sélection, pour arriver à l'idée qu'il faut lancer, il y a tout un processus. Il y a des étapes. Il y a une analyse de risque à faire. Parce que derrière, il y a des investissements à faire sur le plan industriel pour s'adapter, pour pouvoir intégrer ce produit. On aimerait bien faire, comme l'a dit le professeur, faire avec ce qu'on a, mais parfois, ce n'est pas toujours possible. Hein, faire avec ce qu'on a comme ligne industrielle et innover. L'innovation peut se retrouver dans la formule, peut se retrouver dans le pack, mais aussi juste dans certaines nuances en termes de paramètres des procédés, reparamétrer notre usine pour faire de nouveaux produits. Donc, il y a des étapes. On va aller chercher des idées,
Ça se fait en collaboration avec les autres services. Donc c'est comme dans la qualité, il y a toujours une équipe multidisciplinaire. On aura des financiers, on aura des marketeurs, on aura les gens du commercial et on aura la R&D qui ne va pas toujours avoir le lead sur la gestion de projet. Hein. On croit qu'un projet de développement va toujours être leadé par la R&D. Majoritairement, ça commence à changer. C'était toujours les gens du marketing qui lead, puisque ce sont les initiateurs, on va dire. Mais dernièrement, on commence à comprendre qu'une idée, pour stopper l'hémorragie au début, il faut que la R&D soit impliquée, parce que c'est le seul processus qui a la possibilité, je vais simplifier la chose, de rêver comme un marketeur, mais tout en ayant les pieds sur terre comme un industriel. Donc il est entre les deux. Donc dans cette phase-là, il peut stopper pas mal de projets qui techniquement ne sont pas faisables. On n'a même pas besoin, on va dire, de perdre du temps et de l'argent et de s'investir alors qu'on est à court de temps, parce qu'il y a des concurrents qui avancent, il y a peut-être des problématiques industrielles pour lesquelles il faut une innovation pour en sortir, etc. Donc, on va créer cette équipe projet, on va sortir avec une liste de projets, il faut faire du screening, et là, il faut du matériel, il faut faire des essais, il faut faire des prototypes. On peut aller de 20 projets, 20 idées, pour arriver à 8 maquettes, hein, en screening. Après ces 8 maquettes, on a 8 maquettes qui tiennent la route, ils ont même été évalués financièrement, parce qu'en parallèle, avant de passer au maquettage, toutes ces idées-là, ils ont été chiffrées sur le plan OPEX, CAPEX, investissement et charges, pour savoir est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable, sur le plan financier. Hein. Est-ce que ça va être absorbé par le pouvoir d'achat des Marocains ou non? Parce qu'il y a un coût qui va être répercuté sur le produit fini après. Une fois on a fait cette sélection-là, il faut maqueter, on arrive à 8 projets, par la suite, il faut réduire ça. Comment? On va avoir recours au consommateur lui-même, on va l'inviter. On va faire des tests concept and use, on va faire des tests consommateurs, on va donner aux consommateurs pour déguster. Et ces prototypes doivent être très proches de la réalité, parce qu'il ne faut pas le décevoir demain pendant le lancement. Donc d'où le coût très lourd en termes d'investissement R&D pour avoir du matériel et des équipements capables de reproduire ce qui va se faire après à grande échelle. C'est Sam, un cas pratique que vous avez vécu en tant que consultant que vous avez accompagné dans ce processus de réflexion, cette préciser, méthodologie, voilà, donc et qui a abouti. Oui, alors en tant que consultant, je ne suis pas très ancien en termes de consultant, mais j'ai plus une expérience réelle avec des grandes sociétés. Oui, bien sûr, voilà, allez-y. Et sans citer les noms ni les produits, mais si on ne suit pas notre démarche développement en tant que processus, avec des étapes, avec des réunions, avec des validations, on peut rentrer dans des murs. On peut rentrer dans des murs. Ah d'accord. Vraiment des catastrophes du genre. Tout le comité de direction est en train d'avancer sur un projet en croyant qu'on aura une économie ou un gain de temps qui a déjà été budgétisé. Tout le modèle, tout le business de l'année a été basé sur ce développement. Tout le monde attend la montagne qui va accoucher et vers la fin, c'est une petite souris. Pourquoi? Parce qu'à une certaine étape, il n'y a pas eu de communication entre les différents processus. Et c'est ce qui manque d'ailleurs, ce que je voudrais souligner, le manque de communication et la gestion de la démarche R&D comme un processus intégré dans lequel tous les métiers communiquent, partagent les mêmes éléments de façon très facile. On se retrouve avec des incompréhensions ou des déformations d'informations qui font qu'une formule ou un produit a été chiffré à un certain coût de revient, et jusqu'aux dernières phases, juste vraiment, il y a eu l'investissement industriel, et c'est là où on se rend compte, et vraiment, c'est la blague, que le prix qui a été communiqué au contrôle de gestion, c'était pas des dirhams, mais c'est des euros. Non mais vrai, c'est des cas concrets. D'accord. Et même dans ces situations-là, il faut innover. Parce que le patron, la direction générale, de toute façon, elle est déjà budgétisée. Elle est déjà communiquée au groupe. Il faut trouver ces tant de millions de dirhams, il faut les chercher quelque part. Et il faut innover dans la catastrophe. Hein? Merci, voilà. Merci pour votre contribution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, après ces présentations des différents intervenants de cette conférence, de ce panel qui est mis en place, bien sûr, comme le veut la tradition, nous allons vous écouter vos questions, écouter vos constats ou vos interrogations. C'est parti pour un tour
Je crois que ce sujet doit vous interpeller, devrait vous interpeller. Et comme je dis souvent dans les conférences, la première question est la plus difficile. Nous allons passer directement à la deuxième question. Madame, restez avec nous. Ne quittez pas, et c'est très important ce qui va se passer tout de suite. D'accord, merci. C'était juste du in et du out. Mademoiselle, messieurs, des réflexions? Quelque chose qui vous a interpellé? Non? Tout est clair? Oui? Voilà. Merci, monsieur, de participer. Nom, prénom et l'institution que vous représentez. Donc, je me présente, Riyad Moubarak, Micro. Riyad Moubarak de la société Dar el-Nawaz de Tétouan. Marhaba, Sidi. Merci, monsieur le modérateur, Je vous en prie. pour la maîtrise de cette conférence. Je vous en prie. Et les interventions ont été toutes vraiment bénéfiques et pertinentes. Je commence par l'intervention de monsieur Hilali. J'ai juste deux petites questions. La première, on aurait souhaité que les exemples tirés du domaine de l'agroalimentaire au lieu du monde de la téléphonie des smartphones. D'accord. La deuxième question concerne le financement. J'ai compris que c'est une affaire de grands sous et c'est une affaire qui est vraiment exclusivement monopolisée par les grandes sociétés, les multinationales. Donc, que peuvent faire les petites entreprises pour entamer ce monde de la recherche en développement? Merci. Et D'autres questions? La question principale s'adresse à M. Belhaj de Maroc Entreprise, parce que vraiment et franchement que je ne trouvais que des palabres et des paroles d'ordre général, parce que concrètement, on a eu une expérience très décevante vis-à-vis de cette instance. Juste il y a 2 ans, nous nous sommes portés candidats pour un projet de financement d'un investissement très intéressant pour nous, et on a été surpris d'une réponse très explicite et très expéditive qui parle que nous ne finançons que les projets, c'est-à-dire le secteur agroalimentaire a été carrément exclu de tout financement de projets en investissement. Ça fait il y a 2 ans, et je suis même adressé au sein de cette même exposition dans l'agence Maroc PME. On a eu cette réponse très décevante. Donc je voudrais avoir une explication de la part de M. Belhaj. Est-ce que cette condition sanctionnante est toujours de mise, ou bien il y a eu un changement depuis lors? Et merci bien. Merci d'abord que Tétouan soit représenté ici. Merci, et j'ai beaucoup apprécié votre intervention. La première s'adresse à Sinabil Hilali concernant les cas de l'agroalimentaire, d'accord? La deuxième interpelle Belhaj par rapport à une expérience et également tout un chacun. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres choses que vous souhaitez poser? Comme ça, les intervenants ont une idée générale de vos interventions. Super. Nabil, allez-y. Merci beaucoup pour vos questions, donc vos commentaires. Alors, ok, merci. Alors, il y a déjà un point sur lequel il faut revenir en ce qui concerne donc l'innovation. Alors, l'innovation est surtout, la plupart du temps, elle est perçue uniquement sous le prisme soit du produit, soit de la recherche-développement. Okay, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait donc sur le produit. Alors maintenant, ok, il y a ce fameux manuel d'Oslo qui définit l'innovation. Eh bien, il faut voir donc l'innovation à 360 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un produit classique, normal, sauf que le processus d'innovation va se retrouver soit dans un service qui va l'accompagner, soit dans les process qui vont le fabriquer, ou encore dans le management ou le marketing donc du produit, donc du service, et d'une autre façon dans le business model. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs façons donc d'orienter donc l'innovation. Donc, il m'arrive, c'est-à-dire peut-être si on fait
comment dire, donc, un salon donc, sur la technologie, de donner des exemples sur l'agroalimentaire. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les fondamentaux du management de l'innovation sont les mêmes d'une façon transsectorielle. Okay, et c'est à partir donc de là que parfois il est très utile de sortir de son secteur pour voir ce qu'il est possible donc de faire donc ailleurs. Okay, parce que les fondamentaux, on va dire les paradigmes qui font générer l'innovation sont les mêmes. Bien sûr, il y a des choses qui sont particulières, donc au vivant, à la recherche donc développement, comme cela a été dit par le professeur, ou bien dans le secteur donc médical. Mais même dans le secteur médical, là, je viens de voir donc passer donc une annonce d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Sanofi, qui est en train de rechercher donc des designers thinkers pour se positionner sur le paradigme du user. Okay, on sait par exemple que selon une expérience de l'association française, par exemple de la myopathie, on sait que ce sont des malades atteints de la myopathie qui ont orienté la recherche et développement des chercheurs sans être chercheurs donc quand même, okay, sur des choses donc très concrètes. Donc il est possible d'orienter donc ce paradigme sur la base de celui qui va, soit qui souffre donc de quelque chose, qui a bien envie donc d'y réfléchir. Alors maintenant, concernant comment est-ce qu'il est possible donc d'innover dans l'agroalimentaire, okay, bien sûr, il y a le produit donc en lui-même. Là, par exemple, on a ces exemples donc d'étudiants qui sortent d'Enactus, voilà, qui réfléchissent par exemple à des programmes de plantation du quinoa. Voilà, je ne sais pas si vous avez donc cette jeune qui s'appelle Manal Mhada, qui est ingénieur donc agronome, qui est en train de lancer donc une petite start-up donc à son échelle et à qui donc oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est donc changer, par exemple, donc les plantations, donc au lieu du blé ou quelque chose comme ça, et aller vers le quinoa, qui n'existe pas, à ce que je sache, donc au Maroc, était une innovation, tout simplement, pas de produit donc en lui-même, mais une innovation de process. Okay, donc voilà, qu'est-ce qu'il est possible de planter à la place d'eux, okay, qu'est-ce qu'il est possible de combiner. Okay. On a par exemple donc, ces nouvelles variétés. Par exemple, il y a cette fameuse pomme Ariane, vous voyez, dans la région donc Maine-et-Loire. Voilà, c'est une combinaison entre deux choses. Et comment protéger. Okay. Là, par exemple, je sais que dans la région donc, de Maine-et-Loire, voilà, qui est connue par donc son modèle donc, en agronomie, des innovations donc, majeures, il y a des gens qui, par exemple, qui ont trouvé de nouvelles variétés de pommes, alors même que c'était leur première expérience, c'est-à-dire que ça allait sortir sur le marché, ils ont trouvé que la graine a d'ores et déjà été volée et plantée en Chine. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a un modèle donc, de protection par les brevets, etc. Donc ce qui fait que l'innovation, elle est toujours à 360 degrés. Donc il faut voir par quel endroit est-ce qu'il faut donc la prendre. Okay, vous prenez par exemple, là j'ai Toscana en face de moi, vous prenez une bouteille de Sidi Ali, voilà, qui a souffert donc, dernièrement de boycott. Eh bien, c'est une entreprise qui a injecté donc, une idée d'innovation. Où ? Dans les process. Donc très peu de gens le savent, mais cette eau, parmi d'autres, est référencée par l'armée américaine. Pourquoi est-ce qu'elle est référencée par l'armée américaine ? Parce qu'elle a un standard de protection qui fait qu'on ne peut pas empoisonner cette eau, etc. Donc l'armée américaine a référencé cette eau pour pouvoir la déployer quelque part dans le monde. Donc, quand vous rentrez chez Zara, là je vais sur le textile, okay, quand vous rentrez chez Zara, que vous achetez un vêtement Zara, ce vêtement Zara, il ressemble, je dirais, à n'importe quel vêtement. Il n'y a pas d'innovation dans le vêtement. Mais Zara est leader mondial à travers une innovation dans la supply chain. C'est-à-dire que l'innovation chez Zara se fait sur, par exemple, le centre qui commande toute la production ressemble à un cockpit donc, de pilotage d'avion, une salle de marché avec des écrans. Pourquoi ? Parce que quand un article est scanné dans un Zara Casablanca, on le sait en temps réel. Et du coup, on peut savoir que la jupe qui est en train de se vendre à Casablanca ne se vend pas à Paris et vice-versa, à Zagreb et tout. Et donc, le potentiel donc, de Zara, il est dans la supply chain, ce qui fait qu'en temps réel, je peux switcher donc, les commandes de façon à optimiser les ventes à l'échelle donc, de la planète. Donc, vous voyez, donc, l'innovation business model, l'innovation process, l'innovation technologique, l'innovation service. Donc, si vous tenez le bon bout de l'innovation sur quelque chose, vous pouvez à la limite ne même pas aller vers la RD. Vous pouvez avoir, donc tout à l'heure on parlait donc d'oignon, je ne sais pas ce qu'il est possible donc d'innover donc, dans l'oignon,
Ok, donc en lui-même, peut-être des combinaisons avec d'autres fruits, des légumes, donc j'extrapole, mais bien sûr le potentiel d'innovation dans le marketing de l'innovation, le potentiel donc d'innovation dans le packaging, le potentiel donc d'innovation dans la cuisine, le potentiel d'innovation dans les services accompagnants est hors limite. Et là, si on met les bonnes personnes, si on met en l'occurrence des designers, le designer travaille aujourd'hui donc sur les services, eh bien, on peut arriver à un potentiel donc d'innovation. Autre chose donc pour terminer, l'innovation ne fonctionne pas en silo. Donc tout à l'heure, donc il a été dit, donc il y a beaucoup donc d'innovations qui ne fonctionnent pas parce que l'industrie n'est pas au courant que le laboratoire cherche. Et je vais vous donner donc, je terminerai là-dessus, une anecdote pour comprendre que ça se passe partout. Dans la ville d'Angers, il y avait un industriel qui avait un problème d'ingénierie sur lequel il n'avait pas de solution. Dans la rue d'en face, il y avait un laboratoire universitaire qui travaillait sur exactement la même problématique. Donc, quand ils sortaient entre midi et 2, ils déjeunaient dans le même restaurant. Mais ils ne se sont jamais parlé. Alors qu'ils ont besoin l'un de l'autre. L'autre a besoin d'un modèle d'application et l'autre a besoin de ça. Vous savez où c'est qu'ils vont se rencontrer? Dans un salon comme celui-ci à Tokyo. Et l'autre, ils échangent leur carte, tu lui dis, vous êtes où? Il voit l'adresse, il lui dit, mais on est en face de l'autre. Vous déjeunez dans le restaurant là? Oui, on déjeune dans le restaurant là. Ok. Et donc, du coup, c'est une anecdote pour dire que le fonctionnement en silo, voilà, donc là, on partage la même chose donc, avec la France, qui ne fonctionne pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez dans une université publique, vous trouvez un étudiant qui travaille dans le domaine de l'art, il travaille sur un projet avec un étudiant qui sort de l'ingénierie, avec un autre donc du marketing. Et là, il faut imaginer donc de nouveaux modèles pour briser ce fonctionnement en silo et bien sûr donc réunir donc ces forces vives. Merci. Sibri, vous voulez rajouter rapidement parce que notre ami de Maroc PME, Sib El Hadj, est interpellé sur un cas pratique par rapport à notre ami de Tétouan. Là, c'est pour répondre à une de ces questions. Quoi faire pour le petit? Ouais. C'est cette question-là, plus l'anecdote qui est dite là, qui justifie l'existence des pôles de compétitivité ou bien des structures d'interfaçage. Je prends un cas concret au niveau d'Agrinova sur lequel on travaille. On a répertorié un certain nombre de filières prioritaires. Je pense, je sais pas, l'olive, l'huile, maraîchage, etc. Et on mène tout un travail de réflexion dans le cadre de ce que j'appelle les clubs d'innovation. C'est un laboratoire à idées. Il y a les industriels concernés, il y a les agriculteurs, il y a les centres de recherche. Et à la fin, on sort avec un projet collaboratif. On lui trouve le moyen de le financer. Les retombées des résultats, elles tombent sur la filière. Elles ne tombent pas sur monsieur un tel ou monsieur un tel parce qu'il est gros, parce qu'il est petit. Tout le monde en bénéficie. C'est là où je parle de solidarité et ce serait très important de le mentionner. Est-ce qu'on peut innover dans l'oignon? L'innovation n'est pas une invention. Je ne suis pas obligé d'inventer pour innover. Innover sur la place d'un CNES, c'est tout simplement, j'ai une filière qui est bloquée. J'augmente le rendement jusqu'à 120 tonnes et le mode de conservation fait que je perds le tiers, le quart pendant l'hiver. Donc quoi faire pour ne pas perdre ça? Et quoi faire pour tirer la filière vers l'avant de telle manière que le prix de la matière première reste relativement acceptable pour l'agriculteur? Lyophiliser de l'oignon, ça existe. Le process surgeler l'oignon, ça existe pour les pizzas, pour les restaurants, pour produire du vinaigre à partir de l'oignon, ça existe. Elle est riche en sucre. Mais on ne le fait pas à MCNES. Donc il faut l'adapter le système, le process, monter des petites entreprises qui vont créer de l'emploi pour 2, 3, 10, 20 personnes et tout le monde va gagner à ce niveau-là. Voilà un petit peu le Merci. On finira avec l'intervention de Sib El Hadj. Merci de répondre ou de donner par la suite peut-être rendez-vous à monsieur pour essayer de traiter cette affaire. Oui, Sidi. Très bien. Donc, merci beaucoup, c'est Moubarak, pour votre question. La raison pour la raison pour laquelle votre dossier n'a pas été retenu n'est plus de mise, et c'est que je suis là. Je suis là donc, à représenter Maroc PME dans cet événement qui est dédié pour les acteurs du secteur. Donc, effectivement, bon, je vais vous expliquer brièvement. Alors, on va être concret, Sib El Hadj. Oui. Monsieur a un problème. Il peut maintenant son dossier a été refusé. Oui.
On va faire en direct et en live parce qu'on est sur une plateforme business, d'échange D'accord. et d'apporter quelque chose. Je souhaiterais personnellement, mais je sais que nous avons votre aval, c'est de prendre avec lui le dossier et de le traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut le redéposer à nouveau et faire le nécessaire? Oui, oui. Alors, Micro, madame. si vous me permettez, juste expliquer un petit peu une chose. On va pas faire des La langue du bois. pour trouver des problèmes. Attention, hein, des solutions. Mais D'accord. très rapidement. Je m'excuse, c'est une question accessoire. On n'est pas venu spécialement pour ce... Micro pour qu'on puisse un petit peu. C'est une question accessoire tirée de votre intervention. Non, On mais n'est c'est- pas venu ici pour ce dossier. Franchement, c'est une question accessoire. D'accord. Parce que je ne m'attendais pas à la présence de M. Belhaji. Ben, Donc, d'une pierre j'ai deux posé coups, une Chérif. question. Oui, j'ai posé une Vous question avez en live et en simple. direct et on essaie de résoudre votre problème. Voilà, merci. Que demande le peuple de plus? Merci bien. Je veux prendre un D'accord, rendez-vous à je M. crois que Belhaj c'est pour lui important. expliquer, Voilà. directement ce cas des Marhaba. Et merci. Marhaba, c'est moi qui vous remercie. Je vais à votre écoute. Voilà. On va traiter le D'accord. dossier. On Bon. fait le nécessaire. Bien sûr. Ladies and gentlemen, anisati, sayyidati, sadati, ayyuha al-hudur al-karim, en mon nom personnel et au nom du comité d'organisation, je dis Dankeschön pour les intervenants. Thank you pour l'audience. Lelechtekum aliya. Merci de votre présence. Nous aurons souhaité aller encore plus dans le détail, mais pour des impératifs de temps et de timing, pour laisser également place à la conférence suivante. Merci beaucoup. La photo de famille pour mémoriser le processus de cette conférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes toujours sur CFIA 2018, Espace Échange. Merci.